Alors, donc on va, Bezrat Hashem, étudier aujourd'hui le Daf Kafret de Masechet Kiddushin. Il nous restait une partie du Daf Kaf Zayin Amud Bet à terminer, à compléter. Alors, juste, je me mets en place, je sors le Daf Kaf Zayin Amud Bet, on y est. Baruch Hashem, il nous reste la moitié du Hamoud. Donc, on en était à l'explication de la dernière partie de la Mishnah. Attends, je n'aurais pas dit qu'on commence sur le groupe. On commence, faut le dire. Ok, donc Tu veux que j'écrive? Tu veux que j'écrive? Tu veux que j'écrive, on démarre? est-ce que j'ai un. Il est où le truc là? Elle est où la tablette? Je peux le faire, moi. Je peux l'écrire, si tu veux. Vas-y, écris, mais. Ouais, vas-y, tu veux. Hein. Ah ben non, je suis là. C'est bon, je l'écris, t'inquiète. Je l'écris comme ça. Et ils savent que. Voilà. On démarre. On démarre. Voilà. Le on démarre classique. Alors, très bien. Donc, en tout cas, on en est au DAF Kavzaïn Amoudbet. On en est à l'explication de la dernière partie de la Mishnah qui nous disait qu'il y avait certaines choses sur lesquelles, normalement, il n'y a pas de shvoua qui est possible. Par exemple, les karkaot. On avait expliqué la dernière fois que sur les karkaot, par exemple, les chachamim, enfin, il n'y a pas de shvoua minatora qui est imposé sur les karkaot. Même si en général, on sait que dans certains cas, la Torah, elle prévoit de jurer pour prouver ses arguments. Mais quand ça concerne les karkaot, il n'y a pas de shvoua. Nous dit la Mishnah, par contre, lorsqu'il y a un chiyuv de shevoua sur quelque chose, il y a un certain principe qui s'appelle le principe de Gilgul shevoua, qui va nous permettre de jurer même sur les choses sur lesquelles normalement la Torah ne t'oblige pas à jurer, justement grâce à la première shevoua. Et c'est un petit peu la continuation de la Mishnah qui nous avait parlé juste avant du Kinyan Agav, qui est aussi un petit peu dans le même esprit, de dire que quand tu fais un Kinyan sur un terrain, tu acquiers aussi les objets. Donc là, pareil aussi, si tu vas jurer sur des objets, eh ben, tu pourras aussi, par la même occasion, jurer sur les métaltélines. C'est ce qu'on appelle le Gilgul Shevoa. Donc la Gemara va expliquer d'où on apprend ça. Quel est le makor? Quelle est la source dans la Torah à ce principe-là de Gilgul Shevoa. Donc on en avait déjà parlé dans Maseret Sota, puisqu'on apprend ça de Maseret Sota, de la paracha de la Sota. Dans Maseret Sota, on avait parlé de ce sujet-là, et c'est de cette braïta-là qu'on va citer aujourd'hui. On l'avait vu dans Maseret Sota. Donc nous dit la Gemara, Amar Oula, donc Minaïn et Gilgul Shevoa Minatora, donc Kavzaïn Amoudbet. D'où apprend-on le principe de Gilgul Shevoa dans la Torah? Nous dit la Gemara, chez Neymar, comme c'est marqué dans la paracha de Sota, il y a marqué une fois que le Cohen il lui a fait toutes les menaces, etc., il la faisait jurer qu'elle n'avait pas fait znout. Et il y a marqué après ça que la femme va répondre Amen, Amen. Ve'amra Aïcha, Amen, Amen. La femme va répondre 2 fois Amen. Alors en disant 2 fois Amen, elle prend sur elle, si tu veux, les paroles du Cohen. Et quelque part, toute la malédiction et toute la punition et toute la magie, on va dire, entre guillemets, des eaux de la sota vont prendre effet par le Amen qu'elle va dire. Donc nous dit la Gemara, la Gemara, c'est une Mishnah d'ailleurs dans Maseret Sota qui nous dit que Alma Iomeret Amen, Amen, Amen. Sur quoi elle répond Amen, Amen? Elle répond Amen Allah Allah. Donc elle répond Amen sur la malédiction que le Kohen lui a fait, que Hachem va lui faire tomber son ventre, va lui faire gonfler son ventre, et tomber sa hanche, etc. Si elle a fait znout. Et aussi Amen à la chevoie. Amen sur la chevoie que le Kohen lui avait fait jurer par serment qu'elle n'avait pas commis de znout. Amen im meish ze, Amen im meish acher. Elle juge, le premier Amen correspond aussi à la joie par rapport à cet homme-là. Et le deuxième Amen vient rajouter aussi la possibilité qu'elle aurait peut-être fait znout avec un autre homme. Et elle jure par ce Amen-là qu'elle n'a pas fait znout avec un autre homme non plus. Et dernière partie de la Mishnah, Amen Shelosatiti Arusa Nesua Shomeret Yabam ou Kenusa. Elle jure qu'elle n'a pas commis de znout, qu'elle n'a pas été sota en étant aroussa, et c'est ça qu'on va expliquer. En fait, la preuve elle va être de la aroussa, en étant fiancée, en étant mariée, en étant en attente de Yabam, ou en étant mariée par le Yabam. Le mot knoussa, ça vient du mot leikanes, rentrer. Et il y a marqué que la femme du Yabam ne doit pas rester à l'extérieur de la maison de la famille, et donc le Yabam ira avec elle. Donc une fois que le Yabam il a validé le Yiboum, on appelle ça, la femme on l'appelle
c'est une femme mariée qu'on appelle la Knoussa, celle qui est rentrée à la maison, celle qui a été prise dans la maison du frère de son ancien mari. Donc, en tout cas, elle a juré qu'elle n'avait pas commis de znout en étant Aroussa, en étant Nessoua, donc mariée après la Choupa, et Shomeret Shabam en attendant du Yiboum, ou alors Kenoussa après avoir fait le Yiboum. Ça, ce sont les paroles de la Mishnah. Maintenant, la Gemara va essayer de comprendre. C'est quoi cette histoire de faire jurer une femme par rapport au znout qu'elle aurait commis quand elle est fiancée? Une femme qui commet un znout pendant qu'elle est fiancée, alors bien entendu que c'est une avéra qui est très grave, mais les autres de la Sota ne vérifient pas ce genre de cas. Pourquoi? Parce que nous disons, ah, Yaroussa, on parle de quel cas? Il est madé kanele keshi Yaroussa avec kamashkela keshi Yaroussa. S'il lui a fait le kinouï, donc vous vous rappelez le kinouï dans Maseret Sota, on avait vu que le mari allait voir la femme et lui disait, je t'interdis, enfin, fais attention, ne t'isole pas avec tel ou tel homme. Donc ça, c'était le kinouï. Et ce kinouï-là, normalement, il doit être fait. On avait vu un témoin ou deux témoins en fonction de la marloquette dans la première Mishnah de Maseret Sota. Et la stira, c'était le fait qu'elle s'isole. Aussi, on avait dit deux témoins qui ont assisté à un isolement de cette femme-là après avoir été prévenus par le kinouï. Donc, nous dit la Gemara, cette femme-là qui est fiancée, à quel moment on lui a fait le kinouï, à quel moment elle s'est isolée? Si tout ça s'est passé lorsqu'elle était Aroussa, fiancée, alors nous dit la Gemara, là, elle n'a rien à voir avec l'histoire de la Sota, puisque Veat Nanya Mishnah qui nous dit dans Maseret Sota que Aroussa veshomeret yabam lo shotot velonot lot ktubatan, velonot lot ktuba. La shomeret yabam, celle qui en attend du yiboum et celle qui est juste fiancée, elles ne boivent pas les eaux de la Sota et elles ne prennent pas leur ketouba vu qu'elles ne peuvent pas boire les eaux de la Sota et qu'elles se sont isolées alors que le mari leur avait interdit, ben elles perdent aussi leur ketouba, comme on avait expliqué dans Maseret Ketubot. Dans Maseret Sota aussi, on en avait parlé. Dans Ibamot aussi, on en avait parlé. On a parlé de ça à plusieurs endroits. En tout cas, nous dit la Gemara, donc c'est pas possible de dire qu'on parle d'une femme qui est Aroussa. Une femme qui est Aroussa, on ne lui faisait pas boire les eaux de la Sota. Donc nous dit la Gemara, Maïtama, d'où je sais qu'une femme Aroussa ne boit pas les eaux de la Sota. Comme c'est marqué dans le passage, il y a marqué une femme qui a fait Znout, Isha qui satit, Tachat Isher, il y a marqué. Tachat Isher, sous ton mari. Amara Hamana, Veleka. Et là, elle n'est pas sous la tutelle de son mari encore, puisqu'elle est juste fiancée. Celle qui est juste fiancée, elle n'est pas encore rentrée chez son mari. Donc là, il n'y a pas d'application d'eau de la Sota pour une femme qui est Aroussa. On ne parle forcément pas d'une fille qui a été prévenue et qui s'est isolée lorsqu'elle était Aroussa. Donc je dis la Gemara, et là, on parle de quoi alors? Dekanela keshi Aroussa, venistera keshi Aroussa, vekamashkela keshi Nesua. On parle d'une femme où il l'a prévenue au moment où elle était Aroussa, puisqu'il y a bien marqué une Aroussa dans la Mishnah, donc on doit bien parler d'une fiancée. Il a prévenu au moment où elle était fiancée. Elle s'est isolée au moment où elle était fiancée, mais par contre, quand il lui fait voir, c'est après qu'il se soit marié. Nous dit l'agma, mais c'est pas possible. Parce que dans un cas pareil, les eaux de la soda ne vont pas marcher non plus. Mi batke la maya, est-ce que les eaux vont la vérifier dans ce cas-là? Pourtant, il y a marqué Venika aish me avon amarachamana. La Torah, elle a dit que pour que les eaux vérifient la femme les eaux de la soda vérifient la femme, il faut que le mari il soit entièrement propre de n'importe quelle de faute. Ça veut dire qu'il n'a pas été avec elle après qu'elle soit interdite par cette tira-là. Et ce type-là, en l'occurrence, qui a été avec elle, alors qu'elle était Aroussa, puisque finalement, pour que les eaux de la Sota, comme Zarachi rapporte, pour que les eaux de la Sota ils aient un effet, il faut que le premier qui était avec elle, c'est son mari. C'est-à-dire que c'est pas possible que la fille, elle est fiancée et que elle a eu une relation avec un homme qui a, quand bien même on lui aurait fait le kinou, il a stira envers cet homme-là, les autres de la Sota n'ont aucun effet puisque c'est le premier homme qui a été avec elle, c'est lui et pas son mari. Puisque la femme Aroussa, elle n'est pas censée normalement aller avec son mari. Mais là, on parle d'un cas, forcément, où le mari il a été avec elle. Donc si le mari il est avec elle, donc il n'est pas propre de toute faute. Shavuatov. Tov Rav Shmuel. Ah, Shaoul, Shavuatov, Baruch Haba, Shana Tova. שבוע שעבר הייתי מאוד עסוק. שבוע ברור, שעבר ברור, הייתי מאוד תחילת עסוק. שנה, אין בעיה, תחילת שנה מובן, הכל מובן. אני אבוא יום רביעי ושישי. בעזרת השם, שיהיה לך בהצלחה ממש לשנה מוצלחת בעזרת השם. En תודה tout cas, רבה. voilà, עכשיו, on en est à Daf Kavzaïn Amoudbet. Kavzaïn Amoudbet. Donc la Gemara, elle nous explique, elle nous dit que une femme qui est Aroussa, qui est fiancée, on va essayer de comprendre dans quel cas la Mishnah est en train de nous dire
qu'on ne lui faisait pas, que quand on lui faisait boire les eaux de la sota, elle répondait Amen, Amen. Et le Amen qu'elle a répondu, c'est pour que les eaux de la sota lui vérifient ce qu'elle avait fait aussi quand elle était à Roussa. La Gemara a dit, mais si elle était à Roussa, c'est pas possible que les eaux vérifient. Mi batkela maya, venika me'avon amarchamana, bisman shaish menuke me'avon, azamain botkim et aishto, en aish menuke me'avon, puisqu'il a été avec elle après qu'il y a eu la stira. Alors on te dit, en amaim botkim et ishto. Et on est obligé de dire, comme ça, ce qui explique Rashi, on est obligé de dire que le mari il a été avec elle, comme j'expliquais juste avant, hein, parce que s'il n'avait pas été avec elle, alors là, normalement, il faut à tout prix, enfin, pour que les autres de la sota prennent effet, il faut que le mari il a été avec elle au préalable. Très bien. Donc, on dit, forcément, hein, ici, on ne parle pas de une femme qui est aroussa, qui normalement ne justifie pas les autres de la sota. Donc, nous dit Agma, et là, l'idée Gilgoul. De là, on apprend le principe de Gilgoul. C'est-à-dire que si la Mishnah elle vient nous expliquer que quand la Torah elle a dit Amen ve Amen, la femme a répondu Amen et Amen, finalement, c'est pour inclure aussi la Haroussa. Vu que la Haroussa, normalement, ça ne justifie pas les autres de la Sota, on voit d'ici que quand on l'a fait jurer déjà par rapport à une Sota et par rapport à une isolation qu'elle aurait eue avec un isolement plutôt, qu'elle s'est isolée avec un homme quand elle était mariée, donc ça permet de la faire jurer même sur les autres moments où elle s'est isolée avec un autre homme. Avec des autres hommes, même si ces autres moments, c'était lorsqu'elle était fiancée, et que lorsqu'elle est fiancée, ça ne justifie pas la démarche de la sota. Donc on voit le principe de Gilgoul. C'est ça ce que la Gemara a voulu prouver. Je dis ok, Ashkechan, sota, sota de Isura. Je vois bien, le cas de la sota, c'est un cas de Issour, puisque le cas de la sota, effectivement, ça va entraîner la halakha de savoir est-ce que le mari peut rester avec elle, est-ce qu'il a le droit de rester avec elle, est-ce qu'il y a un Issour de rester avec elle. Donc c'est du Issour, toute l'histoire de la sota. Donc Mamona, d'où je sais que le Gilgoul Jvoua, il peut aussi s'appliquer pour les Jvoot qui sont que du Mammon. Donc d'où sait-on que les eaux de la sota, la Jvoua, le Gilgoul Jvoua, s'applique aussi pour le Mammon, Menalan. Donc on apprend le principe de Gilgoul Jvoua pour le Mammon. Sur ça, nous dit Tana de Rabbi Ishmael, ils l'ont enseigné, et l'on commence le Daf, Kavachomer, ou Ma Sota. Le Kavachomer, il est le suivant. Si déjà la Sota, sur lequel normalement elle s'achvoie, elle est très chamoua, chez l'onitna litava be'edechat, normalement une Sota, il faut au moins 2 témoins. Comme on avait dit qu'on ne faisait jurer une Sota, on emmenait une Sota boire les eaux de la Sota uniquement si elle s'était isolée devant 2 témoins. Donc, si elle s'est isolée devant un seul témoin, ce n'est pas suffisant pour l'emmener boire les eaux de la sota et pour la faire jurer et toute l'histoire de la sota. Donc, et malgré tout, cette femme-là, un seul témoin ne peut pas l'emmener boire les eaux de la sota. Et malgré tout, Magal Gelin, on lui fait le Gilgoul Jvoua. Le Mammon, qui lui est quelque chose il peut arriver que des fois un témoin entraîne une condamnation ou au moins de jurer pour éviter la condamnation. À plus forte raison qu'on appliquera le principe de Gilgoul Jvoua sur le Mammon. Le Mammon, c'est beaucoup plus calme. En d'autres termes, le Mammon, c'est beaucoup plus calme que la Sota, puisque la Sota, elle, il faut 2 témoins pour la rendre hayab, alors que le Mammon, ça peut arriver des fois que même avec un seul témoin, on oblige à jurer. Si le type ne veut pas jurer, il est hayab de payer. Donc des fois, un témoin peut entraîner la condamnation de Mammon, alors qu'un témoin ne pourra jamais entraîner la condamnation de boire les eaux de la Sota. Et malgré tout, tu vois dans les eaux de la Sota qu'il y a le principe de Gilgoul Jvoua, à plus forte raison pour le Mammon. Enodin chez Megalgelin. Ok, Ashkechan Vadaï, Safek Minalan. Ok, j'ai compris maintenant pour du Vadaï. Dans un cas où celui qui réclame de la même manière, celui qui est Tové Intan, c'est quoi le principe de Gilgoul Jvoua? Il lui réclame, tu me dois 100 métaltéline et tu me dois 100 shekels de carcaot. D'accord. On avait dit que sur les carcaot, et lui il dit non, je te dois 50 métaltéline et 50 carcaot. On avait dit, normalement, il n'y a pas le chevois de Modébé Mixat sur la carca, mais comme il y a la chevois de Modébé Mixat sur les métaltélines, Gilgoul Jvoua, on fait aussi jurer, grâce au principe de Gilgoul Jvoua, sur les carcaos. Donc là, on parle d'un cas où le type, quand il lui réclame le carca, il est vadaï. Donc il lui dit, voilà, tu me dois 100 de carca, donc il a une réclamation qui est vadaï. Donc d'accord, dans ce cas-là, j'ai trouvé qu'il y avait
une source justement de l'histoire de la Sota, qu'une personne qui a un chiyuv de chevoie peut entraîner, grâce au principe de Gilgul Shvoa, un serment, une chevoie sur quelque chose qui normalement aurait dû être patour, à partir du moment où lui, quand il le réclame, il est vadaï. Maintenant, d'où je sais que dans un cas où le type il est schéma, il est safek, d'où je sais que là aussi, le principe de Gilgul Shvoa s'applique. Alors, quelqu'un qui réclamerait, tu me dois, je crois que tu me dois 100. L'autre lui dit non, je te dois que 50. D'où on sait que dans un cas pareil, il y aura aussi le principe de Gilgul Shvoa, Safek Menalan. Nous dit Rabbi Shimon ben Yochai Omer. Rabbi Shimon ben Yochai lui te dit on apprend ça, le mécor de Gilgul Shvoa sur le cas de Safek. Il vient de ce qui est marqué dans la Torah, Shvoa Bachut. Il y a marqué une Shvoa qu'on fait jurer en dehors de la Hazara, en dehors du Beth Amikdash, c'est-à-dire toutes les Shvoot qui puissent exister dans un Beddin classique. Nemra Shvoa Bachut. Tout ce qui existe comme Shvoot de Mammon, etc. Et il y a marqué Shvoa Bifnim, il y a une Shvoa qui se fait à l'intérieur du Beth Amikdash. C'est quoi la Shvoa qui se fait à l'intérieur du Beth Amikdash? C'est la Shvoa de la femme Sota. Donc, je dis la Gemara, de la même manière que la Shvoa qu'on a trouvée à l'intérieur, c'est-à-dire la Shvoa de la femme Sota, Asaba Safek Kevadai. C'est quoi tout le principe de la Sota? C'est de dire que la femme, même si c'est Safek que cette femme-là, elle a commis un adultère, mais la Torah l'a considéré comme un Vadaï et on l'a fait jurer aussi sur des choses, même si on n'a pas de certitude qu'elle a fait d'adultère. Donc, Af, Jvoa, Amura Bachut, pareil aussi, la Jvoa qui est dite à l'extérieur, donc tout ce qui est Jvoa de Mammon, Asaba Safek Kevadai, la même règle s'appliquera aussi bien sur le Safek que sur le Vadaï. Donc, finalement, de là, on apprend de l'histoire de la Sota, on apprend d'une part le principe même de Gilgul Shevoa, du Amen, Amen. Et comme la source, elle a été donnée dans l'histoire de la Sota, et que la Sota, c'est quelque chose sur lequel la Torah, elle a considéré le Vadaï, le Safek comme le Vadaï. Donc, pareil aussi dans les dîners mammonotes, lorsqu'on veut et qu'on fait une réclamation de mammon, quand bien même cette réclamation, elle est Safek, eh ben, elle peut entraîner une chevoie grâce au principe de Gilgul Shevoa. Très Et bien. là, pardon, dans ce principe-là, Mechila, Rabbi Shmuel, Ah ouais. là, c'était un mot d'Ebemixat. Donc, Bodemixat, c'est Minatora. On n'a pas parlé de Jouat et On 7 parle ou un de truc ça, comme on ça. parle de ça. Là, on parle de ça. On parle des cas où Minatora, normalement, on ne fait pas jurer parce que ça a beau être un mot de Bemixat, mais quand c'est sur du Karka, normalement, il n'y a pas de chevoie. Et la Torah, elle te dit, grâce au principe de Gilgul, tu fais jurer sur des choses que la Torah elle ne prévoit pas de chevoie. Que ce Très soit, bien. que ce soit comme tu dis, mot de Bemixat sur du Karka, sur du Avadim, etc. Ou alors un cas de Koferakol. Que normalement, Koferakol, il ne jure pas, c'est une joie de cette Derabanan. Alors là, dans le cas de Joua de Seder Abanan, il n'y a pas tellement de grande différence que de toutes les manières, les Khamim lui avaient imposé un chiyuv de chevoie dans le cas de celui qui est Kofer Bakol, qui, qui nie complètement l'accusation qu'on lui porte. Donc, dans un cas pareil, de toutes les manières, il y avait déjà une joie qui était Médera Banane. Donc, ce n'est pas pour ça qu'il y a le besoin du principe de Gilgul chevoie. À la limite, on va en avoir besoin pour dire que sa joie, ça va plus être une chevoie des Rabanan, mais ça va être une joie de Oraita, avec toutes les conséquences qui vont suivre. Quoi. Il y a des conséquences quand c'est une joie des Rabanan, une joie de Oraita, dans le cas où s'il ne veut pas jurer, est-ce qu'il doit payer, etc. Il y a beaucoup de conséquences par rapport à ça. Très bien, très bien. Déjà, il y aura peut-être cette conséquence-là aussi même pour la joie des 7. Mais en tout cas, là, ce qu'on apprend, c'est le Makor, aussi bien pour le Vadaï que pour le Safek. Et le Makor, il est appris de la Sota. Très bien. Maintenant, la Gemara vient et nous dit Ad Echan Gilgul Shvoa. Jusqu'où tu peux faire jurer grâce au principe de Gilgul Shvoa? Est-ce que tu peux faire jurer sur tout et sur n'importe quoi? Alors, nous dit la Gemara un exemple. Alors, vous allez voir cet exemple-là, il est intéressant. L'exemple qui lui dit, c'est que Amar Aviuda Marav, des Amar, par exemple, imagine-toi, il y a un type qui vient voir dans la rue, il dit Hé, toi, t'es mon esclave. Alors, Amar lui dit Ishavali Shen Avdi, jure-moi que tu n'es pas mon esclave. Quand il lui dit Avdi, là, pour l'instant, Agmar parle d'un cas où il le traite de Evet Kenani. T'es mon Evet Kenani. Maintenant, le type, c'est un juif, tout le monde le connaît comme étant un juif, tout le monde le considère comme un juif, il a une chazaka de juif. Et lui, il vient et il dit t'es mon Evet. Il dit Agmar, mais un type qui fait des choses pareilles, c'est pas Guy Bourgeois qu'on va lui faire. On va le mettre en idouille, Bichlal. C'est intéressant. Traiter un juif de Eved, c'est Chayav Nidouille. Tu prends un juif et tu le traites de Eved, c'est Chayav Nidouille. Tu le traites de Mamzer, on verra que c'est différent. Mais tu le traites de Eved, il est Chayav Nidouille. Regarde ce que nous dit Agmara. Il nous dit Agmara, Aou Shemouté, mais Shematinane.
celui-là, on va le mettre en nidouille. Pourquoi? Parce que celui qui traite de Eved, quand tu traites de Eved, c'est-à-dire finalement, tu vas un petit peu le mépriser. Tu lui fais un zilzoul. Tu dis, t'as un Eved Kenani, donc tu lui fais un zilzoul, tu le méprises. Donc, on le met en nidouille. Le nidouille aussi, c'est quelque part où on le met zalzelbo. Comme ça, il explique Rashi. C'est un petit peu un mida keneged mida. Toi, l'autre, tu l'as traité de Eved, tu as été mezalzelbo. Eh ben, toi aussi, on va te mettre en nidouille et on va pas te considérer, on va te mettre de côté, on va te mezalzel becha. Maintenant, on nous dit Agma, s'il l'a appelé, par exemple, il a traité de mamzer. Il a dit, toi, t'es un mamzer. Souvent, il lui a dit, voilà, ta mère elle t'a eu par des relations interdites, etc. Voilà. Donc, il insulte comme ça. Nous dit l'Agmara, hein, Sofeg et Arbaïm, un type qui fait comme ça, on le rend Chayav Makat Mardout. Pourquoi? Il explique Rashi parce que à partir du moment où lui, il le traite de sa mère d'être lui le résultat d'un chiyuvé lavine, d'un chiyuvé, non, Mechila, d'un chiyuvé, comment il explique Rashi, j'avais vu ça, Mechila, non, c'était pas dans Rashi qui expliquait ça dans le Tosfot, Mechila. Non, je ne le vois pas. Bon, en tout cas, c'est-à-dire que finalement, il y a un petit peu aussi un Mida Keneged Mida, j'arrive pas à le retrouver dans le Rashi, dans le Tosfot. C'est en tout cas, le Malkout, c'est plus calme que le Nidouille. Et en fait, lui, quand il l'a appelé en lui disant Mamzer, ça veut dire que. Voilà, c'est ce que je trouve ici. C'est dans Tosfot. Tosfot d'Ibouamatril à Corée. Il dit que celui qui le traite de Mamzer, c'est comme si qu'il lui dit qu'il a transgressé un lave. Et par rapport à ça, il reçoit le Malkout, qui est normalement la punition qu'on donne sur le Issour dans lave. D'accord. Très bien. Maintenant, continue la Gemara et elle nous dit celui qui traite quelqu'un de rachat, il le traite de rachat. Alors là, le Beddin ne va pas le mettre en nidouille, le Beddin ne va pas le frapper, mais par contre, Yored Imo le Chayav, il a le droit de lui descendre dans sa vie. C'est-à-dire quoi lui descendre dans sa vie? Ça veut dire de le haïr, d'arrêter de travailler avec lui. Rachid dit d'être Memaet sa parnassa, de rentrer en concurrence avec lui. Le type, il est dans un domaine et tu sais que si tu vas lui faire la concurrence, tu vas lui causer du tort financièrement. Tu peux faire ça. Parce que ma putain, le type, il te traite de rachat. Pourquoi je suis un rachat? Pourquoi tu me traites de rachat? Donc, il y a te dit le Bedin, il fait rien, mais tu peux, toi, être Yored les Chayav. Tu lui descends dans sa vie, tu lui pourris la vie, quoi, en d'autres termes. C'est bizarre, hein, c'est un petit peu bizarre comme comportement, mais en tout cas, la Braïta, elle te dit que, en tout cas, ce qui nous intéresse à nous dans notre histoire, c'est que c'est pas possible de dire que le Gilgul Shvoa, il est applicable quand on va dire à quelqu'un qu'il est Eved, parce que si on dit quelqu'un qu'il est Eved, il est tout de suite en idou. Tu peux pas venir comme ça et traiter quelqu'un de Eved. Quand bien même tu viendrais en tant qu'argument, voilà, tu es mon esclave, il faut que tu travailles pour moi. Mais quelqu'un, tu le traites de Eved, ton Eved ou pas ton Eved, ou en tout cas, t'es Chayav Nidouille. Donc nous dit Agmara, Elama Rava. On parle d'un cas ici où le Gilgul Shvoa couvre la force du Gilgul Shvoa, hein, dans un cas où le type lui a dit Ishavali Shelonim Kar Talib Eved Ivri. Jure-moi. Donc il lui dit voilà, toi, tu es mon Eved Ivri. Tu t'es vendu à moi en tant que Eved Ivri. Jure-moi que tu ne t'es pas vendu à moi en tant que Eved Ivri. Donc normalement, bien entendu, un type qui a une réclamation pareille, on ne va pas le faire jurer. Mais s'il avait déjà un autre chiyuv chez vous, grâce au principe de Gilgul chez vous, on va aussi le faire jurer sur cette chose-là. Nous dit la Gemara, mais ça, c'est pas un truc que tu as besoin. Toi, tu es en train de me dire jusqu'où va la force du Gilgul Shvoa. Sous-entendu, c'est un grand chidouche, mais ça, c'est pas shoot. Quelqu'un qui vient et qui réclame à une personne d'être son Eved Ivri, c'est rien d'autre qu'une réclamation d'argent. C'est-à-dire que moi, je t'ai payé pour que tu viennes travailler chez moi et je t'ai acheté pour 6 ans de travail. Et toi, maintenant, tu dois être mon Eved, donc c'est une réclamation d'argent. Donc c'est normal qu'il y ait une Shvoa qui est possible. Nous dit la Gemara, aou. Aïe, ta'anta maliataï, ça c'est une vraie ta'ana, c'est une bonne ta'ana, puisque mamona, il te les gabé, je suis en train de lui dire que tu me dois de l'argent. Tu me dois de l'argent, moi je t'ai payé pour que tu sois mon évêque, donc tu me dois de l'argent. Je dis la Gemara, Rava les ta'amé, Rava lui suivi son propre avis qu'on avait déjà vu plus haut, qui considère que Dama Rava Eved Ivri Goufo Kanouille. Le Eved Ivri, c'est pas Stam qui a un chiyuv d'argent envers le Hadon. C'est plus que ça. C'est que le gouffre, le corps même du Eved Ivri, il est acquis au maître qui l'a acheté. Et donc, là, il n'y a pas une tana sur de l'argent, tu me dois de l'argent ou tu ne me dois pas de l'argent. C'est carrément, il y a une tana sur le gouffre du Eved.
Donc là, le chidouche est de dire que le chiyuv de Shvoua, il va même jusque-là. On dit l'agma yachi, c'est comme du karka, le evet, c'est comme du karka. L'agma dit, on aurait peut-être pu faire une différence entre le evet et le karka. Maoud et Tema, qu'est-ce que tu aurais peut-être pu te dire? Karka ou des avide inche des mezabne betsina. C'est peut-être seulement pour le karka. Le karka, ça peut arriver de temps en temps, hein, où une personne, lorsqu'elle veut acheter un terrain, elle veut être discrète et personne n'est au courant. Même s'il y a des témoins, etc., il y a un shtar et que normalement le shtar, ça fait bruiter la chose. Mais une personne, elle peut des fois, si elle veut, et ça arrive dans. Il peut y avoir une logique où une personne, elle demanderait aux gens autour d'elle d'être discrète par rapport à un achat de terrain. Et donc, effectivement, ça peut arriver qu'il y ait une discrétion qui soit demandée lorsqu'on achète un terrain. Et donc, c'est pour ça, on aurait peut-être pu se dire que le Gilgoul chez vous, il est possible lorsqu'il y a une réclamation de terrain, parce que c'est possible que personne n'est au courant, parce que ce truc-là n'a pas été ébruité. Donc, moi, si je te réclame un terrain et que j'ai jamais entendu, le Bedin n'a jamais entendu de bruit comme quoi ce terrain il m'a été effectivement vendu, donc c'est quelque chose qui est justifiable parce que ça arrive des fois que des ventes de terrain, hein, se font de manière discrète. Et donc peut-être on va peut-être plus dire que c'est pour ça que lorsqu'il y a un Gilgoul Jvoa qui est fait, ben, un Gilgoul Jvoa peut être fait jusqu'au terrain. Mais pour le Eved, où normalement la Gemara dit que quelqu'un qui achète un Eved, c'est jamais discret. Alors, je ne sais pas exactement pourquoi il y a cette différence-là, mais l'agma, elle te dit que quelqu'un qui achète un Eved, il ne le fait jamais avec discrétion. Et tout le monde est au courant qu'il a un Eved. Donc, si personne n'est au courant, hein, ça prouve déjà un petit peu que celui qui réclame cette personne-là en tant que Eved, quelque part, il a la rumeur qui va contre lui, puisqu'il n'y a aucune rumeur qui est sortie comme quoi c'était ton Eved. Donc, vu qu'il y a une rumeur qui va contre lui, on aurait pu se dire que le Gilgoul de chez vous ne va pas être applicable pour le cas du Evet. Comme Hashmalan, qu'il est aussi applicable ici. Ce que nous disons ici. Im aval Eved, Hay, celui-là, c'est-à-dire le cas du Evet Ivri, imita des habits, si vraiment il l'avait acheté, Kala Hitley, il y aurait eu dû avoir une rumeur, il y aurait eu dû un call qui nous dit que voilà, un tel a acheté ce Evet-là, et la rumeur aurait dû être connue. Kamashmalan, que même dans ce cas-là, on dit le Gilgoul chez vous, quand bien même, quelque part, il y a la rumeur ou la non-rumeur qui va contre l'argument et contre la réclamation de cette personne-là. Voilà, donc ça c'était la partie sur Gilgoul chez vous. Donc en résumé, ce qu'on a dit, c'est que le principe de Gilgoul chez vous, à savoir de faire jurer sur quelque chose qui normalement la Torah ne prévoit pas de chez vous, il est applicable, et on apprend ça de la Sota, et on apprend que dans tous les cas, même si on a une réclamation Safek, on peut faire le Gilgoul chez vous. Et on a dit que le Gilgoul chez vous, il peut même nous permettre de faire jurer lorsque je réclame une personne en tant que Eved Ivri, pas en tant que Evet Kenani, parce que c'est quelqu'un qui réclame une personne en tant qu'Eved Kenani, c'est-à-dire qu'il est en train de s'adresser à un juif et de le traiter de Evet Kenani, et une personne pareille, on la met en nidouille. Autant qu'une personne qui traite une autre de Mamzer, on lui donne le malcoute, celle qui traite une personne de Eved, on la met en nidouille. Donc c'est pas de ça qu'on parle, mais on parle de quelqu'un qui réclame une personne en tant que Eved Ivri. Il lui dit voilà, je t'ai acheté en tant que Eved Ivri. D'après l'avis de Rava qui nous dit que le Eved Ivri, c'est pas seulement de l'argent que je te dois, mais c'est mon corps qui est complètement vendu à toi. Donc effectivement, cette réclamation-là, ça s'apparente à de la réclamation du carca, à la différence que le carca, c'est quelque chose sur lequel ça peut se passer discrètement. Donc on aurait peut-être pu comprendre la logique de faire jurer, dans certains cas, grâce au principe de Gilgoul chez vous. Alors que le Eved, normalement, c'est quelque chose qui est connu et qui est de notoriété publique. Donc on aurait peut-être pu se dire que c'est sûr que le type est en train de mentir quand il le réclame en tant que Eved, vu qu'on n'a pas entendu ça. On aurait peut-être pu dire qu'il n'y a pas de principe de Gilgoul qui va être applicable, comme à Shamalan, que le principe de Gilgoul est aussi applicable dans ce cas-là. Voilà, donc ça c'était le premier point aujourd'hui de Gilgoul Shevoa. Maintenant, on va attaquer une autre Mishnah, nouvelle Mishnah. Regardez cette Mishnah intéressante. Nous dit la Gemara, Kol Anaasa Damim Be'acher. Tout ce qui, alors, je vais donner une première lecture qui est en fait la Avamina de la Gemara. Tout ce qui est monnaie d'échange pour acheter un objet, c'est-à-dire l'argent, en d'autres termes, l'argent. Tout argent, comme ça la Gemara comprend pour l'instant, on verra dans la Gemara que en conclusion, elle va changer de pshat. Mais la compréhension de pshat pashut, kol ana c'est damim be'acher, c'est-à-dire toute chose qu'on a l'habitude d'utiliser en tant que moyen de paiement. C'est quoi la chose qu'on a l'habitude d'utiliser en tant que moyen de paiement? C'est de l'argent, en général. Donc, Kevan Sheza Chazé, à partir du moment où le vendeur, il a acquis, excusez-moi, l'argent que l'acheteur lui donne,
et il l'a acquis en tant que khalifin, comme ça Rachid explique. C'est-à-dire que, imaginons, moi, je vends un objet à 1000 shekels. Le type m'a donné le premier billet de 100 shekels, mais il m'a dit, voilà, avec le premier billet de 100 shekels, voilà, je suis en train de t'allonger les 10 billets de 100 shekels. Mais le premier billet de 100 shekels, je l'acquiers. En acquérant le premier billet de 100 shekels, eh ben, l'objet vendu systématiquement grâce au principe de Kinyan Khalipin, je peux faire utiliser cet argent-là, qui normalement est utilisé pour un Kinyan de Kesef, et que le Kinyan de Kesef, on avait dit que c'était un problème en réalité de s'appuyer que sur le Kinyan de Kesef. Mais je peux utiliser cet argent-là comme un Kinyan Khalipin, et donc dès que le vendeur va attraper, va se saisir de l'argent, même s'il ne s'est pas encore saisi de la totalité de l'argent, l'objet vendu appartient déjà à l'acheteur. Conséquence, c'est que même si jamais il y a un honnête, etc., eh ben c'est sous la responsabilité de l'acheteur. Et quoi qu'il arrive, il devra continuer à me payer les 900 shekels qui manquent. Parce qu'on avait prévu que c'était 1000 shekels. Moi, j'ai pris les premiers 100 shekels. Hop là, l'objet lui appartient. Ça y est, l'objet lui appartient. Et il a toutes les responsabilités. Il devient l'autre, l'acheteur, responsable par le kinyan khalipin, par l'échange entre l'argent et l'objet. Donc, je précise bien ce qu'on est en train de dire ici, c'est que l'argent ici, il est utilisé, à part le fait que c'est l'argent et le paiement de l'objet, mais en tant que kinyan khalipin. Donc là, on va voir le kinyan khalipin. Le kinyan khalipin, c'est-à-dire que moi, je donne un objet au vendeur, je donne quelque chose, de l'argent par exemple, en l'occurrence, au vendeur, et le vendeur, en échange, me donne l'objet vendu. Donc là, à partir du moment où le vendeur il se saisit de l'argent et du début du paiement, et ben moi, j'acquiers l'objet. Et l'exemple que la Mishnah te donne, ce n'est pas un exemple avec de l'argent, et d'ailleurs, ça va être une des problématiques dans la Gemara. L'exemple qui est donné dans la Mishnah, Ketzad, Ichlif Shor Bepara, imagine-toi, le type, il fait un troc entre moi, je te donne mon short, toi, tu me donnes ta para. Donc, à partir du moment où Kevan, chez Zachazé, Khalifa, dès qu'il y en a un qui a fait l'acquisition de la bête qu'il a reçue, et ben l'autre, il devient carrément déjà responsable sur l'autre bête, où qu'elle se trouve, même s'il ne l'a pas encore touchée. Donc, on va expliquer maintenant cette Mishnah-là un petit peu mieux, parce que c'est vrai que c'est bizarre qu'au départ, on parlait d'argent et qu'après, on a continué à parler d'une vache et d'un taureau. Et ce qui est surtout bizarre, comme la Gemara va tout de suite l'expliquer, c'est que normalement, la Gemara dans Masechet Baba Metzia, elle développe qu'il n'y a pas de kinyan khalipin possible avec de l'argent. C'est-à-dire que l'argent, tu ne l'utilises pas en tant que kinyan khalipin. Tu peux utiliser un foulard en tant que kinyan khalipin. Tu peux utiliser une chaussure. Comme on sait que le kinyan khalipin, on l'apprend dans la paracha dans le Sefer Rout, dans la Megillat Rout. Là-bas, il y a marqué Shalaf, comment c'est marqué Shalaf Ishnalo, Vezot Lefanim Israël, Ala Geoula Valatmura, Lekaim Kol Davar, Shalaf Ishnalo, Venatan Lereu. Une personne, elle a donné sa chaussure à l'autre, et par sa chaussure, elle a acquis les biens. C'est le kinyan de Khalipin. Donc, en l'occurrence, le kinyan de Khalipin, il marche avec une chaussure, avec un soudard. Mais la Gemara dans Baba Metzia, elle développe qu'avec de l'argent, tu ne peux pas donner de l'argent pour faire un kinyan khalipin. L'argent, c'est de l'argent. C'est du kinyan kesef, qui marche ou qui ne marche pas, comme on le verra juste après. Mais en tout cas, ce n'est pas un kinyan khalipin. Et donc, c'est déjà une des problématiques. Alors, nous dit la Gemara, le mot khalipin, il y en a qui l'enlèvent. Le premier mot de la Gemara, il y en a qui l'enlèvent. On comprend mieux quand on l'enlève d'ailleurs. C'est qu'on veut tout simplement expliquer le début de la Mishnah. Qu'est-ce que tu me dis dans le début de la Mishnah quand tu me dis Kol anaase damim be'acher? Maïninou, c'est quoi cette chose-là? Matbea, tu me parles de pièces. Je me dis la Gemara, Shema Mina, je vois de ce que tu es en train de me dire ici. Matbea, naase khalipin. Je vois ici que de l'argent peut être utilisé en tant que khalipin. Pourtant, on sait très bien que l'argent ne peut pas être utilisé en tant que khalipin. Donc, je dis la Gemara répond, elle te dit Amar Rav Yehuda Achika Amar. Voici la kavana de la Mishnah. Quand elle te dit Kolana Sedamim Be'acher, en fait, ce qu'elle veut dire Kolanishom Damim Be'acher. Tout ce que tu as besoin de l'estimer pour savoir quelle est sa valeur et pour qu'elle puisse être utilisée en tant que moyen de paiement. L'argent, tu n'as pas besoin de l'estimer pour qu'elle puisse être utilisée en tant que moyen de paiement. L'argent, tu sais qu'une pièce de 10 shekels, ça vaut 10 shekels. Tu sais qu'un billet de 100 shekels, ça vaut 100 shekels. Tu n'as pas besoin de faire une estimation. Quand on est en train de te dire ici, Kol Davar, Kolana Ase Damim Be'acher, ce qu'on est en train de te dire ici, c'est Kol Anishom Damim Be'acher. Tout ce que tu as besoin d'estimer
pour pouvoir l'utiliser en tant que paiement. Donc, c'est-à-dire, en fait, finalement, ça veut dire un objet. Par exemple, ça peut être des pérottes, des fruits, comme la Gemara va expliquer juste après. Voilà, n'importe quel métal téline en l'occurrence. Donc, à part les matbéot qui, elles, eux, sont d'une chose où la valeur, elle est déjà connue. Tu n'as rien besoin d'estimer. On sait qu'une pièce de 10 shekels, ça vaut 10 shekels. Donc, je dis, kol anaseh damim be'acher, et donc là, je continue, je tourne la page. Kevan shezachazen itrayev bechalifin. À partir du moment où le mocher, il a reçu cet objet-là, qui lui donne pour le kinyan chalipin, donc l'autre, il les connaît bechalipin. Alors, il y a un petit détail dans lequel je ne suis pas rentré, parce que Tosfot, lui, il fait le calcul avec toute la sougia dans Basret Baba Mitzia, hein, à savoir, est-ce que le kinyan chalipin, normalement, on doit utiliser les kelim de l'acheteur ou les kelim du vendeur. Là, je suis en train de prendre une lecture qui est beaucoup plus simple, de prendre avec les kelim de l'acheteur. Les kelim de l'acheteur. Maintenant, il y en a qui sont en désaccord avec ça. Tosfot, il explique la Gemara selon eux sans problème. Hop, voilà. Là. Hop. Donc, voilà. Donc là, je ne suis pas rentré dans ce problème-là. Là, je lis la lecture Pachout qu'on parle les kelim du koné qui sont utilisés pour le Kinyan Khalipin. Salut, Yohan Shavatov. Salut, Shavuot. Voilà, donc on en est à Daf Kafret Hamoud Bet. On vient de commencer la Mishnah qui en bas du Kafret Hamoud Aleph. La Mishnah, enfin juste avant, on avait terminé sur le principe de Gilgul Shevoua qu'on apprenait de la Sota et qu'on pouvait appliquer ce principe-là même pour faire jurer quelqu'un comme quoi ce n'est pas mon évêque. Bon, c'était la Suga d'avant. Là maintenant, dans cette nouvelle Suga qu'on vient de commencer, on a vu dans la Mishnah le kinyan de Khalipin. Le kinyan de Khalipin, comme on l'avait déjà dit, on apprend ça dans Sefer Ruth, il y a marqué dans la Torah, Veshalaf ish na'alo, et il y en a un qui enlèvera sa chaussure, et l'autre en levant la chaussure de l'autre, il acquiert un objet. C'est quelque chose qui est marqué Mefourash dans Megillat Ruth, le kinyan Khalipin. Maintenant là-bas, le kinyan Khalipin dans Megillat Ruth, il est marqué avec quelqu'un qui donne sa chaussure, il tire sa chaussure, et boum, et avec ça, il fait le kinyan Khalipin. Maintenant, dans notre Mishnah, ici, on est en train de nous parler. Alors, au départ, on avait une première compréhension de la Mishnah que la Gemara a réfutée. Et là, maintenant, on est en train de donner une deuxième compréhension de la Mishnah que quand tu utilises un objet qui doit être estimé pour savoir sa valeur, donc tous les métal télim, ce n'est pas comme un billet de 100 shekels. Tu sais qu'un billet de 100 shekels, ça vaut 100 shekels. Tout objet que tu as besoin d'estimer pour connaître sa valeur, donc des métal télim, tu as besoin de faire une estimation. Une vache, il faut que tu fasses une estimation pour savoir combien elle vaut. Donc, des fruits, il faut que tu saches combien ça vaut. Donc, toutes ces choses-là, à partir du moment où toi, tu les donnes au vendeur et que le vendeur, il soulève ces fruits que tu lui as donnés ou cette viande que tu lui as donnée, peu importe, et ben l'autre, il acquiert l'objet où qu'il soit. Et donc, il a toutes les responsabilités sur l'objet. Maintenant, c'est ce que le Niyagma. Donc là, je suis au début de Kafret Hamoud Bet. Kevan Shezachazen Itrayev Bechalifin. Daika Anami. C'est aussi cette compréhension-là de la Mishnah, elle est très facilement déductible de la suite de la Mishnah, puisque si on comprenait au départ de la Mishnah, on avait compris qu'on parlait d'argent. Alors, je ne comprends pas la Sefa de la Mishnah qui nous parle de l'échange entre une vache et un taureau. Donc, si on dit que l'explication de la première partie de la Mishnah, c'est un objet qu'on a besoin d'estimer sa valeur, donc on parle d'objet, on parle de métal téline. Juste, il acquiert pas l'autre objet qui soulève aussi dans Khalipin. C'est quoi? Tu as dit quoi? Est-ce qu'il soulève, quand il soulève l'autre objet dans Khalipin, il acquiert pas cet objet aussi? Ah ben, alors, Khavak, il y en avait vu une marloquette dans Maseret Nedarim. Est-ce qu'il fallait absolument lui rendre l'objet après coup ou pas? C'était une marloquette dans Maseret Nedarim. A priori, la logique, c'est qu'il l'acquiert et que l'autre, par l'acquisition du vendeur, lui, l'acheteur acquiert la vache qu'il a voulu lui vendre. Mais après, on a vu qu'il y a une marloquette. Est-ce qu'il faut qu'il lui rende quand même? Il acquiert, mais il faut qu'il lui rende. Parce qu'on avait dit que c'était l'objet qui appartenait à l'acheteur. Donc, c'était une marloquette, comme j'étais en train de dire juste avant. Mais en tout cas, a priori, il acquiert, mais il faut qu'il le rende. Marloquette, est-ce qu'il est obligé de le rendre ou pas? En tout cas, ce que nous dit l'Agma ici, c'est que de la suite de la Mishnah, où on te prend un exemple d'échange entre une vache et un taureau, tu comprends bien qu'on parle de métal téline, qu'on ne parle pas d'argent. Dikanami de katane, Ketsad. La Mishnah pose la question comment expliquer, c'est quoi le cas de figure de ce que je viens de te dire dans la Recha? Ichlif shor bepara, au chamor beshor.
il a échangé un shor avec une para ou un chamor avec un shor. Donc on voit bien qu'on parle pas d'argent ici, on n'est pas en train de parler d'argent, donc je m'amina. Maintenant, Gemara ici avait essayé de comprendre quelle était la vamina bichlal de dire que la Mishnah elle parlait de matbea. Donc je vais expliquer bien pour bien le remettre dans le contexte. On avait vu dans la Mishnah, le début de la Mishnah, il nous a dit dans la Moudalef, Kol anaase damim be'acher kevan shezachazen itrayevze bechalifav. Toute chose. Alors la première traduction que la Gemara avait compris sur cette phrase-là de la Mishnah, c'est que naase damim be'acher, ça veut dire une chose qui peut être utilisée en tant que moyen de paiement. C'est quoi qui est utilisé en tant que moyen de paiement? C'est de l'argent. Dès que tu donnes de l'argent, même par exemple, imagine-toi, tu t'es engagé à donner 1000 shekels, l'autre il a reçu déjà 100 shekels, les premiers 100 shekels que l'acheteur il a acquis, et ben ça te donne directement à toi l'acquisition grâce au principe de Kinyan Khalipin. Si tu as décidé de donner l'argent en tant que Kinyan Khalipin, comme ça on explique. Si tu as décidé de donner l'argent en tant que Kinyan Khalipin, à partir du moment où l'acheteur, le vendeur plutôt, il a reçu une partie de l'argent, et ben l'acheteur devient systématique propriétaire de l'objet qui est vendu. Ça, c'était la première compréhension. Mais la Gemara dit dans ce cas, ça voudrait dire que tu es en train de me dire que l'argent était utilisé en tant que foulard des Khalipin. Or, dans Baba Metzia, la Gemara dit clairement que l'argent ne peut pas être utilisé en tant que foulard de Khalipin. Donc la Gemara est revenue à donner une autre explication et à dire que Kol Anase Damim Be'acher, ça veut dire que toute chose qui est estimée pour de l'argent, pour être utilisé en tant que paiement, il faut lui estimer sa valeur. Et donc, on parle de métaltéline, et donc de métaltéline contre du métaltéline. Effectivement, ça correspond bien à la fin de la Mishnah, où on te parle de l'échange d'un chamor avec un shor ou d'un shor avec une para. Ok. Maintenant, la Gemara, elle te dit comme ça. Ou les mailles des salkadatin meikar. Est-ce que tu pensais au départ d'expliquer la Mishnah qu'on parlait de matbea? Et comme si que matbea, il y a un khalipin. Des matbea naase khalipin. Mike et comment tu comprends l'exemple de la Mishnah juste après, qui te donne un exemple entre un shor et une para? Nous dit la Gemara, Achikama. Moi, j'aurais compris. Donc là, on est dans le raisonnement, comment on avait compris dans la Vamina. Donc finalement, cette compréhension, elle a été réfutée à partir du moment où on sait qu'il n'y a pas de Khalipin qui est possible avec des matbeaot. Mais, nous dit la Gemara, on aurait pu comprendre quand même, si ce n'était le problème de faire des Khalipin avec des matbeaot, et lire la Mishnah de la façon suivante. Perot, Nami av des Khalipin. Que le chidouche, il est que même des pérotes peuvent être utilisés en tant que Khalipin. Alors, c'est quoi le chidouche des pérotes? Normalement, les Khalipin, comme je vous ai donné l'exemple qui est marqué dans la Megillat Ruth, c'est une chaussure. C'est un keli. Les pérotes, c'est pas un keli. Les pérotes, c'est pas un keli. Et donc là, on est en train de nous dire que même des pérotes peuvent être utilisées pour Khalipin. Et donc, nous dit Ketzad, c'est quoi l'exemple? Par exemple, Ichlif Basar Shor Bepara. On n'est pas en train de parler ici d'échanger une vache avec un taureau, parce qu'une vache ou un taureau, c'est comme un keli. C'est quelque chose qui est utilisable. Donc, c'est-à-dire qui peut te servir. Donc, c'est comme un keli. Machenken, de la viande de taureau ou de la viande de vache, ça, c'est pas un keli, c'est comme des pérotes, c'est de la nourriture. Donc là, finalement, on est en train de te donner un exemple, pas avec un shor et une para, mais avec Bassar shor et para. Au Bassar chamor avec un shor. Qui ne sont pas considérés comme des kelim, mais qui sont considérés comme des pérotes. Et la Mishnah vient t'enseigner ici de te dire que Kevan Chezachazé, à partir du moment où le vendeur fait le kinyan, et ben l'autre il devient un propriétaire de l'échange et donc de l'objet qu'il a acheté. Donc d'après cette explication là, le chidouche qui est donné dans la Mishnah, c'est deux chidushim. Premièrement, que l'argent peut être utilisé en tant que khalipin, parce que là on est en train de réfléchir dans la logique si on avait dit au départ que l'argent peut être utilisé en tant que khalipin. Premièrement, on est en train de dire que l'argent peut être utilisé en tant que khalipin. Et deuxièmement, on est en train de nous dire que la Mishnah vient en nous donnant des exemples que les pérotes peuvent être utilisées en tant que khalipin. Je dis la Gemara, mais ça c'est une marloquette. Ah, Nichale Rav Shechet, ça va bien après Rav Shechet, qui dit que des pérotes avent des khalipin. Que le khalipin, c'est pas uniquement les kelim, ça peut être même fait avec des pérotes. Ça, je comprends bien que la Mishnah peut être lue de cette manière-là. Et là, les Rav Nechman d'Amar pérotes l'oavent des khalipin. Mais d'après Rav Nechman qui considère que les pérotes ne peuvent pas faire du khalipin. Alors, je ne sais pas exactement pourquoi. Enfin, lui, il se base sur le fait que l'exemple qui est marqué dans la paracha, là-bas, dans la Megillat Ruth, c'était une chaussure. Et que c'est un keli. Maintenant, pourquoi? Quel est le problème exactement avec les pérotes? C'est développé. C'est pas parce qu'ils se dégradent. C'est quoi? C'est pas parce que ça se dégrade. Je crois que c'est pour ça, je ne sais pas. J'ai pas réussi à. Il me semble que c'est ça. Il me semble que c'est ça dans Bamitia, mais je suis pas sûr. C'est possible.
En tout cas, nous dit la Gemara, Maïka Lemema. Quelle serait la différence? Quelle serait l'explication de la Vamina si on dit que c'est pas possible de comprendre une Mishnah qui viendrait nous dire que des pérotes sont utilisées en tant que khalipin? Donc, comment tu comprends la Mishnah dans la Vamina qui te parle de para et de Hamor? Jagmara Achikama, il faut la comprendre comme ça. Donc, Yesh Damim She'en Ke Khalipin. Il y a de l'argent qui peut être utilisé en tant que khalipin, même si en général, normalement, il faut faire la meshicha de l'objet qui est acheté en général. Mais là, la Mishnah est en train de te dire qu'il y a des choses, de l'argent qui peut être utilisé en tant que khalipin. Et dès que l'acheteur acquiert l'argent, c'est comme un kinyan khalipin. Dès que le vendeur, je veux dire, acquiert l'argent, c'est comme un kinyan khalipin et l'acheteur, il acquiert l'objet où il se trouve. Ketzad. Alors, quel est l'exemple? Donc là, finalement, la Gemara, elle nous prend un exemple un petit peu, on va dire, particulier. Regardez cet exemple-là. Ketzad, Ichliv Dmeshor Bepara. Imagine-toi, il lui a échangé la valeur d'un shor contre une para. Ça veut dire quoi? Odme Chamor Beshor. Ou alors la valeur d'un Chamor qu'il lui devait contre un shor. Et donc, finalement, l'acheteur, lui, du shor ou du Chamor, donc imaginons quelqu'un, il a acheté un shor ou un Chamor à une personne. Reuven, il a acheté un shor ou un Chamor à Shimon. Donc, il lui doit maintenant l'argent. Il lui doit de l'argent. Il lui doit de l'argent, il doit par exemple 1000 shekels. D'accord? Et maintenant, il vient, Reuven, c'est chez Shimon, il lui dit, ouais, travail, tu me dois 1000 shekels. Je vois que chez toi, tu as une para. Je veux qu'à la place des 1000 shekels, tu me donnes la para. À partir du moment où il a décidé ça, et ben la para, elle devient propriété de Shimon systématique. Nous dit la Gemara, hein, Maïtahama, Savarla qui Rabbi Yochanan, pour quelle raison ça se passe comme ça? Nous dit la Gemara, pour quelle raison le Kinyan Kesef, il marche dans ce cas-là? Finalement, c'est un cas un petit peu particulier parce que lui, l'acheteur, qu'est-ce qu'il a donné l'acheteur au départ? L'acheteur, il doit 1000 shekels au vendeur. Il lui a acheté une para. Encore une fois. Il y a Reuven qui a acheté un shor ou un chamor à Shimon. Donc il lui doit 1000 shekels. Reuven doit 1000 shekels. Et il vient voir Shimon et il voit qu'il a une para chez lui à la maison. Il dit maintenant, je veux que ta para, tu me la donnes à la place des 1000 shekels. Et lui, il dit OK. À partir du moment où ils se mettent d'accord, systématiquement, la para, elle devient la propriété de Reuven. Nous dit la Gemara, je reprends juste dans les mots, Ketzad, Ichliv Dmeshor Bepara. S'il a échangé l'argent du shor, il lui devait 1000 shekels pour le shor, il a échangé contre une para. Odme Chamor contre un shor. Et donc, le lokéach, lui, celui qui a acheté le shor au départ, ou le Chamor, très bien, donc lui, il lui a donné à la place sa para, à la place de la dette. Donc, on dit qu'il connaît la para ou le shor par l'argent qu'il lui doit. Ça veut dire l'argent que Shimon me doit, et ben c'est cet argent-là qui va faire que j'acquiers son objet. Alors que normalement, et là c'est ça la finesse ici, alors que normalement, Kesef, on avait déjà vu ça, que Kesef n'est pas un kinyan qui est valable pour les objets. Metaltelin, le Kesef n'est pas un kinyan valable, on avait dit que ça ne marche pas. Là, on est en train de dire que ça marche, ce kinyan Kesef marche, c'est-à-dire qu'en fait, lui, Shimon, il me doit 1000 shekels par rapport à au short qui vient de m'acheter. Je veux que ces 1000 shekels qu'il me doit sont la monnaie qui va acheter la para qui est chez lui. Et ça marche. Pourquoi ça marche, nous dit Agmara, hein? Parce qu'en réalité, la halakha, elle est comme. Enfin, il pense ici comme Rabbi Yochanan. Je vous dis à l'oral, après on va le voir dans les mots. Il pense comme Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, lui, c'est l'avis, on en avait déjà parlé plus haut, qui pense que Minatora, Maot Konot. Minatora, l'argent peut être un moyen d'achat. Minatora, le Kesef, c'est un kinyan qui marche Minatora. Alors pourquoi les Chachamim, ils ont annulé ce kinyan-là? Pourquoi les Chachamim, ils ont neutralisé ce kinyan? Pour une raison bien précise, c'est pour ne pas que celui qui recevrait l'argent, donc un vendeur qui reçoit l'argent de la part de l'acheteur, alors que l'acheteur n'a pas encore touché, n'a pas encore pris en main le blé qu'il lui a acheté, par exemple, vient un jour, il y a un incendie dans la grange, le type, il se dit, de toute façon, moi, l'argent, je l'ai déjà reçu. Si je vais me prendre la tête à lui sauver, ni je vais gagner de l'argent, ni rien du tout. Donc, c'est pour ça que le type ne va pas se prendre la tête. Qu'est-ce que je gagne, moi, aller lui sauver son blé? C'est pas mon blé. Donc, pour ne pas que le type il prenne les choses à la légère, donc les Rachamim, ils ont annulé le Kinyan Kesef. Ils ont dit que
pour que tu acquières du blé, il faut que l'acheteur vienne et fasse une meshicha et vienne prendre l'objet chez lui. Chez lui ou pas chez lui, en tout cas qu'il vienne prendre en main l'objet. Et donc, nous dit la Gemara, à partir du moment où, d'après Rabbi Yochanan, la Torah, les Maot Konot. Et la raison pour laquelle les Chachamim ils ont annulé l'acquisition des Maot, c'est pour une raison technique de Nisrefu Chitera Baalia. Ça, c'est uniquement dans une vente d'argent classique, où ils payent avec de l'argent. Mais dans un cas, comme le cas qu'on a pris, qui est un cas bien particulier, où en fait l'argent que je lui ai donné, que je veux lui donner pour acheter sa vache, parce que moi, c'est de l'argent en fait finalement qui me doit. Donc comme on a dit l'exemple, c'est que Réhouven, il a vendu Mechila. Réhouven, il est venu, il a acheté, non, un four. Réhouven, il a vendu un shor à Shimon. Et donc, Shimon, il doit de l'argent à Réhouven. Et l'argent que Shimon doit à Réhouven, c'est cet argent-là qui va être utilisé pour acquérir la vache qui appartient à Shimon, qui est la vache de Shimon. Donc, c'est un cas particulier. Là, ce n'est pas de l'argent que je lui ai donné de l'argent entre les mains. Donc, dans un cas pareil, nous dit la Gemara, le kinyan de Kesef marche. Regardez ce que nous commençons à le dire dans les mots. Ketsa, je reprends dans les mots. Attends, mais tu dis qu'il fait Khalipin avec Kesef ou non? On a switché là. Un truc que j'ai non, pas compris. justement, non, c'est pas qu'il fait Khalipin avec Kesef. C'est pas qu'il fait. T'as raison, c'est un petit peu ça. Oui, ça s'appelle Khalipin avec Kesef pratiquement. Non, ça veut dire qu'il lui donne du Kesef, et il soulève le Kesef et ça fait Khalipin, c'est ça? Non, il lui a pas donné de Kesef. Non, il lui a pas donné de Kesef, encore une fois. Il y a Réhouven qui a acheté, qui a vendu Mechila. Réhouven qui a vendu un shor à Shimon. Ok. Shimon, le shor, il l'a pris, il est chez lui à la maison, il a fait Meshira, tout ce que tu veux. Ok. Donc il lui pas doit de Khalipin. l'argent. Il lui Pas doit de Khalipin. l'argent. Il n'y a pas de Khalipin, il n'y a rien du tout. Ok. Le Kinyan, il s'est fait, on oublie. Il Ok. lui doit de l'argent. Maintenant, l'argent qu'il me doit, il me doit 1000 shekels. Moi, je passe chez lui, je vois, il y a une para. La para, je la veux. Je dis, les 1000 shekels qu'il me doit, c'est l'argent que je te donne pour payer la para. Nous dit la Gemara que de l'argent pareil, ça marche. Alors, tu appelles ça du Khalipin, tu appelles pas ça du Khalipin, c'est pas du Khalipin. Non, c'est pas Khalipin. C'est un Kinyan Kesef qui marche, alors que normalement, le Kinyan Kesef, il a été effacé de la liste des Kinyanim par les Chachamim, mais ce Kinyan Kesef-là, il marche. Alors, je suis d'accord avec toi, tu as raison. Ça, c'est quoi? C'est quand il a tiré la vache? Ça marche, et il faut qu'il tire la vache. Non, il n'a pas touché la vache. Il n'a pas touché la vache, rien du tout. Rien du tout. Rien, la vache, je la vois de loin. Elle me plaît, la vache, je la vois de loin. Je lui dis, voilà, tu me dois 1000 shekels, hop, la 1000 shekels, cet argent-là, garde-le maintenant en tant que truc, tu dois juste me donner la vache. La vache, elle m'appartient. Et la vache, elle lui appartient. La vache, elle lui appartient. Ça fait le Kinyan. Mais c'est impossible parce que quand l'autre, il n'a pas le date, il ne veut pas lâcher sa vache. Si l'autre ne veut pas lâcher sa vache, comment on Non, il a accepté. Ils se sont mis d'accord. Ah, ok, d'accord. Ils se sont mis d'accord. Non, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ils se mettent d'accord. Maintenant, le Ridouche, il est à Tsoum. C'est que normalement, il n'y a pas de Kinyan Kesef. Et là, tu es en train de me dire qu'il y a un Kinyan Kesef. Alors que le Kesef, je ne lui donne même pas, c'est de l'argent qu'il me doit. Oui, non, mais c'est très indirect. Voilà. Donc là, il y a qu'un Kinyan Kesef pareil, ça marcherait. Parce que vu que le Kinyan Kesef, normalement, Minatora, il marche. Et que c'est que les Chachamim qui l'ont neutralisé, ce Kinyan Kesef-là. Donc, dans un cas exceptionnel comme celui-là, qui n'est pas le cas de Kinyan Kesef classique, ils ont laissé la possibilité de faire le Kinyan avec ce genre-là. Maintenant, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, que ça n'a rien à voir avec du Kinyan Khalipin, alors que là, on est dans une Mishnah qui parle de Kinyan Khalipin. Mais là, moi, on est en train de t'expliquer comment on aurait compris la Mishnah si on aurait voulu persister à dire que Kinyan Kesef, ça marche dans le Khalipin. Enfin, que le Kesef peut être utilisé en tant que Khalipin. Et comment je comprends la fin de la Mishnah qui nous parle d'un shor et d'un khamor, explication, tu la comprendrais comme ça. Qu'on est en train de te dire ici que le Kinyan Kesef marcherait dans cette manière-là. Ça n'a plus rien à voir avec Khalipin, c'est vrai. Mais comme ça, la Gemara est en train d'expliquer. Je suis d'accord avec toi, moi aussi, ça m'a dérangé ça. En regardant les mots. Je reprends dans les mots. Achikama, voilà comme ça, on aurait compris la Mishnah. Yesh damim shen ke Khalipin, je reprends dans les mots. Ketzad, ça veut dire quoi quand on te dit que Yesh damim shen ke Khalipin? Ça veut dire, voilà, c'est un petit peu l'explication à notre problématique. C'est que là, on n'est pas en train de dire ici que l'argent, il y a de l'argent qui ressemble à un Kinyan Khalipin, on va dire. Ce n'est pas du vrai Kinyan Khalipin. Yesh damim shehen ke Khalipin, qui sont moïl comme un Kinyan, en tant que Kinyan Khalipin. Ça veut dire quoi en tant que Kinyan Khalipin? Parce que c'est quoi l'idée du Kinyan Khalipin? C'est en ça que ça ressemble à Kinyan Khalipin. L'idée de Kinyan Khalipin, attends, mais là, ouais. Est-ce que je peux faire Kinyan Khalipin avec de l'argent? Justement, non. Pourquoi non?
Là, c'est Ça, pas c'est qu'il fait- encore une fois. Non. C'est ça, c'est la même marque c'était ça, c'était le début de la Souga. Non, mais c'est la même marque Premièrement, qu'on dit depuis le début, qu'il n'y a pas de non, Kinyan avec voilà, le c'est ça. Kesef. Kinyan d'argent, ça ne marche pas en tant que Khalipin. Ça, c'est une règle de base. Une règle de base. Donc, on a effacé cette compréhension. Maintenant, la Gemara est en train de Parce prendre qu'on est d'accord, on et est de d'accord, raisonner. La Gemara est en train de raisonner. juste la Takanat Rachamim, au début, par rapport au Kesef, c'est un Kinyan avec le Kesef, pas forcément avec Pas Khalipin. Khalipin. Non, pas Khalipin. Kinyan normal. Ok, Maintenant, voilà, donc, ok. ce que je précise par rapport à ce que tu viens de dire, c'est que l'Agmara, au départ, elle a réfuté cette compréhension de la Mishnah par rapport à une problématique. C'est qu'un Kinyan Kesef, le Matbea, n'est jamais utilisé dans le Kinyan Khalipin. Kinyan Khalipin, c'est un soudar, c'est de la viande, on va voir peut-être après un certain avis, des pérodes après un certain avis, des kelim, mais jamais de Matbea. Une pièce ne peut pas être utilisée, de l'argent ne peut pas être utilisé en tant que Khalipin. Donc c'est pour ça que le Pshat, on l'a réfuté. C'était le seul problème. Nous dit Agmara, alors attends, si c'était vraiment ça le seul problème, alors je veux savoir comment tu as lu la suite de la Mishnah. Donc là, on est en train de raisonner dans une compréhension qui a été réfutée de base, puisque l'argent ne peut pas être utilisé en tant que Khalipin. Mais je veux quand même essayer de comprendre comment tu as lu la Mishnah, comment tu as pu lire la Mishnah. Quand bien même vient, on va dire, allez, je te fais cadeau. J'oublie le problème de l'argent Khalipin. Lis-moi la suite de la Mishnah. Comment tu peux me lire la suite de la Mishnah? La Mishnah, après, dans la suite, elle te parle d'un échange entre un Hamor et un Shor, entre un para et un Shor. Quel rapport entre de l'argent et un Shor? Et sur ça, la Gemara, elle a essayé de donner plusieurs explications. Et là, on est en train de donner une explication que finalement, la Mishnah, il fallait la comprendre comme ça. Qu'il y a quelque chose qui ressemble. Il y a des fois l'argent qui peut être utilisé presque comme du Khalipin. Parce que c'est quoi la logique du Khalipin? La logique du Khalipin, c'est que le vendeur attrape un objet et par le fait que le vendeur il a reçu quelque chose, l'acheteur il acquiert l'objet même sans l'avoir touché. C'est un petit peu la même idée ici avec la petite vache qu'on est en train de dire. C'est que lui, il me doit 1000 shekels. Je viens, je vois sa vache. Je dis l'argent que tu me dois, et ben, ça va être ça qui va acquérir ta vache. Donc c'est un petit peu comme du Khalipin. L'argent, il est utilisé. Et par cet argent-là que tu vas acquérir, et ben moi, je vais acquérir la vache. Donc dans les mots, regardez dans les mots comment ça donne. Ketzad, Ichlif de Meshor Beparao de Mechamor Beshor. Alors là, dans ce cas-là, on est en train de nous dire que ça marche. Et quoi, Maïtama, pourquoi ça marche? Ça va là qui est Rabbi Yochanan, il pense comme Rabbi Yochanan. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yochanan? Rabbi Yochanan, il pense que Minatora Maot Konot. Damar Dvar Torah Maot Konot. Minatora, le Kinyan Kesef, il marche. Alors pourquoi les Chachamim ont annulé le Kinyan Kesef? À cause du blé qui va se brûler dans la grange, comme on a dit. Matam Amrou Meshicha Kona. Xera Shema Yomarlo. Peut-être qu'il va lui dire, le vendeur, il va dire à l'acheteur. Nisrefu Chitecha Balia. Si jamais il y a un incendie qui vient dans sa grange, il va dire, ah, il y a ton blé qui a brûlé dans la grange. Alors qu'en fait, le type, il va dire, je n'ai aucun intérêt à me prendre la tête à aller le sauver. Et donc, ce cas-là, donc c'est pour ça que les Rachamim ont annulé Donc, même raison. Même raison. Même raison, quoi. C'est toujours la même raison. Non, même, oui, même là, je dis dans les mots que je te dis à l'oral. Milta des Shriach Gazrubera Banan, Milta de l'autre Shriach, lo Gazrubera Banan. Et quand est-ce que les Rachamim ont annulé le Kinyan Kesef à cause de cette raison-là de la grange? C'est seulement dans un cas de Kinyan Kesef classique. Je donne de l'argent pour acheter quelque chose. Mais dans un cas où je ne donne pas de l'argent pour acheter quelque chose, moi, l'argent que je t'ai donné, c'est l'argent qui est déjà chez toi. Puisque c'est l'argent que tu me dois par rapport au fait que j'ai acheté ton short. Moi, j'ai acheté le fait que je t'ai vendu, Mechila, le short. Je t'ai vendu le short. Le fait que je t'ai vendu le short, c'est à cause de ça que tu me dois de l'argent. Et tu me dois 1000 shekels. Et je veux utiliser ces 1000 shekels-là pour acquérir ta para, ça oui. Et c'est ce que nous dit ici. Donc dans ce cas-là, les Chachamim n'ont pas fait de Xéra. Maintenant, cette Mishnah après, elle ne parle pas de Kinyan Khalipin, elle nous parle d'un Kinyan Kesef. Donc c'est un petit peu l'agma. Enfin, finalement, si on avait lu la Mishnah de cette manière-là, on se serait un petit peu éloigné du Kinyan Khalipin. C'est un Kinyan Kesef exceptionnel qui marcherait d'après Rabbi Yochanan, même si normalement les Chachamim ont annulé ce Kinyan Kesef. L'agma, elle te dit maintenant d'après Resh Lakish. Resh Lakish, lui, il n'est pas d'accord avec Rabbi Yochanan. Il considère que Minatora, le Kinyan Kesef, ne marche pas. Ou les Resh Lakish d'Amar Meshira Mefureshet Minatora. Lui dit que sur le Kinyan qui est marqué dans la Torah, c'est uniquement le Kinyan Meshira. Comme il y a marqué Vekano Miyad Amitecha. Tu lui passes dans la main et le type va tirer. Mais qu'est-ce qu'il en est? Ouais. Qu'est-ce qu'il en est quand on dit qu'Abraham, il a acheté Bameot Kesef over la Socher? En C'est fait, quand même un Kinyan avec de l'argent. non, là, on n'est pas en train de parler de Karkaot. Karkaot, tu as raison, Khadak Boro. Pour Karkaot, le Kinyan Kesef Vadaï qui marche. Là, on en parle pour les métal télim.
Tout ce qu'on est en train de Ah, dire ok, pour des très bien. métatélines, pour des carcaotes, ça marche. Voilà. Très bien. D'ailleurs, comme tu as raison, on apprend ça On avait dit qu'on avait plusieurs mécorotes, et un des mécorotes, on avait parlé de Avraham Avinu, et on avait même dit que le Tosfot, il avait dit que c'était pas vraiment un vrai Makor, parce que là-bas, il était encore Goy. C'était avec un Goy, donc on a dit que c'était peut-être différent. Pas lui, il était encore Goy, avec Ephron qui était un Goy, donc c'est pour ça que c'était différent. Mais en tout cas, tu as raison que pour le Karkaot, le Kesef marche. Là, on est en train de parler de métaltéline. Et il y a Resh Lakish qui te dit que pour les métaltélines, le Kesef ne marche pas du tout, Minatora. Et c'est uniquement la Meshicha qui marche. On nous dit, je comprends bien si lui pense comme Rav Shechet. Rav Shechet, c'est celui qui pense que Perot, Avde Khalipin. Que pour le Kinyan Khalipin, ce n'est pas uniquement les Kelim, c'est aussi les Perot. Donc s'il comprend comme ça, donc je peux très bien lire la Mishnah facilement. Que la Mishnah nous a pris l'exemple de Bassar, Shor et Bassar, Hamor, comme on avait expliqué, de la viande de Shor ou de la viande de Hamor qui est changée contre une para. Donc effectivement, là, le chidouche de la Mishnah de nous prendre comme exemple de la viande de Shor, qui est comme des pérotes. La viande de Shor, c'est comme des pérotes, et de nous dire que les pérotes marchent en tant que Kinyan Khalipin. Mais d'après Rav Nachman, qui pense que le Kinyan Khalipin ne marche ni avec du Matbeot, ni avec des pérotes, comment t'aurais lu la Mishnah? Et là, Issavarla, qui est Rav Nachman, Siresh Lakish, lui, il pense comme Rav Nachman, qui pense que Perot, l'oeuf des Khalipin, et en plus Matbea, l'Okane. Donc, comment tu vas interpréter la Mishnah? Bemaï Moukela, comment tu vas lire la Mishnah? On est obligé de dire que Rash Lakish il pense comme Rav Shechet. Sinon, on n'a pas de moyen de lire la Mishnah d'après Resh Lakish. Effectivement, d'après lui, les pérotes font les khalipines, peuvent être utilisés en tant que khalipines, pas uniquement des objets comme des foulards, des chaussures ou des chapeaux, des trucs comme ça. Même des pérotes peuvent être utilisés en tant que khalipines. Donc au final, voilà, donc là on a fini cette Mishnah-là. Donc au final, la Mishnah, on l'a lu, on a eu 3 lectures de la Mishnah. Il y a eu une première lecture qui a été réfutée d'office, qui était de dire que la Mishnah elle te parlait de matbea, qui peuvent être utilisés en tant que kinyan khalipin. Ça, on l'a réfuté d'office, cette lecture-là de la Mishnah. On a dit qu'il n'y a pas de lecture, il n'y a pas de possibilité de lire et de dire que matbea n'a ses khalipin. On ne parle pas de ça. Alors c'était quoi la deuxième lecture qui a été donnée? La deuxième lecture qui a été donnée, c'est de dire que on n'est pas en train de parler de matbeot, mais on est en train de parler de perot, comme par exemple la viande d'un short. La viande d'un short, c'est comme du perot, de la nourriture. De la nourriture. Et ça, on est en train de te dire que de la nourriture peut être utilisée en tant que khalipin. Ça, c'était l'explication qui est donnée si on comprend comme Rav Shechet. Et comme ça, Resh Lakish, il apprend. Et d'après Rabbi Yochanan et d'après Rav Nachman, qui sont en désaccord avec Rav Shechet, Rav Nachman, je veux dire, qui est en désaccord avec Rav Shechet, lui, il a compris, il a eu la Mishnah d'une troisième façon, à savoir que on est en train de nous parler ici du fameux Kinyan Kesef spécial, que lui, il me devait de l'argent, et que comme il me devait de l'argent et que j'ai vu une para chez lui, cette para-là, et ben c'est ça qui va me permettre, enfin dans ce cas-là précis, le Kinyan Kesef n'a pas été annulé, je peux dire que j'achète la para grâce à l'argent que tu me dois. Donc on s'arrête là, on reprendra bien dire la Mishnah demain, la prochaine Mishnah, Bezrat Hashem. Merci beaucoup, Rabbi Shmuel. Merci à vous.